Je l'ai dit, vous êtes un enseignant de la laïcité en France, et c'est une vaste question, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que cette laïcité renvoie la question religieuse dans une sphère privée. Est-ce que ça influe sur l'adhésion ou pas des jeunes à la proposition religieuse qui leur est faite ? Alors, je répondrai en deux temps. D'abord, la question de savoir ce qu'est la laïcité est une question très complexe. Et en effet, ce que vous avez dit renvoie un peu à l'idée dominante, cette séparation public-privé, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement la laïcité telle qu'on l'a connue dans la plus grande partie du XXe siècle. La laïcité française est, je crois, plus ouverte aux faits religieux que ce qu'on pense aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Ensuite, en effet, cette représentation d'une laïcité plutôt fermée, plutôt exclusive, bien sûr, conditionne à l'heure actuelle le rapport des jeunes aux religieux. Comment ? Je dirais ça dépend après des jeunes dans leur diversité, comme les autres intervenants l'ont dit. Il faut vraiment être attentif à cette diversité sociologique, culturelle, de toutes sortes en fait. Mais ils sont les mêmes, ils vont tous sur Internet, ils font les mêmes études dans les mêmes écoles. Mais sur Internet, vous trouvez tout et son contraire. Oui. Donc tout dépend de ce que vous allez chercher sur Internet. Et vous allez trouver des sites les plus extrémistes ou intégristes, ou au contraire des choses New Age, ou des séries télé où on aborde le fait religieux d'une certaine façon. Parce que je pense qu'une chose qu'on a encore peu dite, c'est que le religieux déborde les confessions au sens strict, par aussi tout un tas de représentations communes dans la musique, dans la littérature. Regardez Harry Potter par exemple, la question du merveilleux, du surnaturel. Donc vous voyez, il y a tout ce fait religieux-là qui est très présent, auquel on ne pense pas forcément, et pour le coup, les jeunes baignent totalement dedans. Les reportages qui vont suivre évoqueront chacun à tour de rôle un regard sur les jeunes croyants dans chaque tradition religieuse. Et pour commencer, je vous propose de partir pour un temple bouddhiste en Bourgogne où se déroulait l'été passé une rencontre pour la paix initiée par un jeune maître. Les jeunes sur le chemin du bouddhisme, c'est un reportage de Nina Barbier. Je suis venue pour le Mulam qui va durer donc une semaine et pour moi c'est un très fort moyen de faire des souhaits pour les êtres, de faire des souhaits pour le monde. Je revenais de vacances et je me suis dit ça va être l'occasion de venir ici pour éventuellement mettre en parallèle mes connaissances que j'acquiers dans mes études et voir si ça peut m'aider, si les choses peuvent être mises en parallèle. Zen attitude, détente. Franchement, ça fait du bien, ça ressource, on sent que ça remonte le moral. J'étais intéressé par la spiritualité, la méditation, et je me suis dit pourquoi pas avoir une vue réelle des choses. Donc j'ai tapé méditation, bouddhisme sur Internet et je suis arrivé sur le site internet de Palden Champa la Boulaye. Je trouve ça génial que les Rinpoche, les lamas soient sur Twitter, Facebook, toutes les nouvelles technologies, puisqu'on parle de jeunes, c'est comme ça qu'ils vont les suivre de plus en plus. Et puis c'est une façon d'être dans son temps, tout simplement, d'être dans son présent. Tous ces enseignements sont adaptables au monde d'aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes. Donc autant s'adapter avec les moyens matériels aussi qu'ils composent. C'est au temple bouddhiste de la Boulaye, en Bourgogne, que se sont déroulées d'importantes cérémonies dédiées à la paix dans le monde, les Monlam. Initié par Kalo Rinpoche, cet événement a attiré de nombreux jeunes. Âgé de 24 ans, Kalo Rinpoche est un maître accessible et sensible à leurs interrogations. Comment vivent-ils leur approche, leur foi et leur engagement dans le bouddhisme ? L'implication dans le bouddhisme, mes vœux sont auprès de Kalo Rinpoche. Je ne peux pas manquer ces Monlam, je ne peux pas manquer ces souhaits pour la lignée Kagyupa, je ne peux pas manquer cet investissement pour ce lieu, Kagyuling, la Boulaye. Malgré ma vie parisienne, j'essaie de revenir aussi souvent que je peux, au moins pour Kalo Rinpoche, si ce n'est pour les lamas. Jusqu'à présent, à chaque fois que je rencontre des jeunes, je leur dis « Vivez simplement votre vie ». Ne vous engagez pas dans de trop nombreuses pratiques, mais gardez une pratique simple. J'essaye d'être égal à eux. Par exemple, je suis un enseignant, mais j'ai aussi passé ma vie comme étudiant. Donc ce qui les encourage vraiment, c'est que moi, en tant qu'enseignant, qui ai un petit peu d'expérience,
Je me positionne d'égal à égal. Vous devez apporter de l'équanimité et je pense que c'est ça qui les encourage. J'essaye d'être plus équanime et c'est ce que je suis par-dessus tout. Je n'essaye pas de me forcer à l'être et de me forcer à ce que je ne suis pas. J'essaye de passer le plus de temps possible sur Internet, à parler avec les gens. Et parfois, je rencontre de nombreux pratiquants au restaurant, dans les centres commerciaux, pas simplement dans les temples. Je parle avec eux. Je ne reste pas sur mon trône en disant « Tiens, aujourd'hui, tu vas devenir mon étudiant, tu es un pratiquant bouddhiste ». Je ne fais pas ça. Mais la plupart du temps, quand je rencontre des gens, je leur parle de mes responsabilités, je parle du dharma et je les rencontre dans différents endroits, où ils veulent. Le premier engagement dans le bouddhisme est l'entrée dans la voie. C'est ce qu'on appelle la prise de refuge. L'année dernière, au mois de décembre, j'ai pris refuge auprès de Kalo Rinpoche, tout simplement pour commencer quelque chose de nouveau, s'engager dans quelque chose qui me paraissait être positif pour moi et pour tous les êtres. On n'a pas besoin de parler de bouddhisme, on a plutôt besoin d'épanouir nos qualités. Et quand on épanouit nos propres qualités, les autres autour de nous le ressentent. Et par la suite, ils demandent où tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es comme ça, comment tu fais pour être comme ça. Et par la suite, si les personnes sont ouvertes, on peut dire, voilà, je suis cet enseignement. Le Bouddha, le Dharma, la Sangha sont simples à comprendre. Le Bouddha, c'est celui que nous connaissons tous. Le Dharma, c'est ce que nous pratiquons pour nous connecter à nous-mêmes. Et la Sangha, c'est notre enseignant, celui qui nous encourage à pratiquer et à nous améliorer. Et c'est vraiment simple. Mais on dit souvent que nous sommes des pratiquants bouddhistes, que nous sommes des pratiquants spirituels et que nous devons avoir un enseignant bouddhiste. Tout le monde dit que pour reconnaître nos qualités positives, il faut avoir un maître. Mais le plus important, c'est d'avoir un maître qui puisse nous donner des instructions sur la manière de pratiquer, car la pratique elle-même a besoin de structure. Bonjour, comment ça va? Pas trop fatigué? Si, un petit peu. Vous avez fait les prosternations? Rinpoche, est-ce que les prosternations ont le pouvoir de diminuer notre ego? Quand on fait des prosternations de façon extérieure, on pense avec les prosternations, je vais pouvoir accroître l'accumulation des mérites. Mais en fait, si on regarde attentivement les bienfaits des prosternations, tout est tourné vers la diminution de l'orgueil. Pour moi, c'est une méthode très efficace, un outil pour travailler sur les situations de la vie et sur les états mentaux plus difficiles que je peux rencontrer. Mais c'est aussi un outil grâce auquel tu peux prendre beaucoup de plaisir, non seulement en méditant, mais aussi en ayant l'esprit plus ouvert et prendre réellement du plaisir. J'ai fait une licence de physique fondamentale et là je m'oriente dans l'ingénierie dans le nucléaire. Après, c'est les parallèles qui ont souvent pu être faits avec, je sais pas, par exemple, la mécanique quantique ou tout ce genre de choses. Sur la nature, par exemple, un peu illusoire et pas vraiment réelle de notre univers. Après, moi, en regardant des petites choses sur, je sais pas, sur les atomes ou sur les structures en poupée russe comme ça de la matière, je peux me faire des petits... je peux me dire, ah oui, tout ça, c'est connecté d'une certaine façon, ça a une... Voilà, c'est pas tout fait par hasard et... Le Dharma ne vous aide pas tous les jours, mais il vous aidera de temps en temps, et c'est plus que suffisant. Le Dharma et la pratique apportent plus de stabilité et plus de conscience. Ainsi, vous vous améliorez. Plus vous avez de stabilité et de conscience, mieux vous contrôlerez votre vie. Mais quand vous avez le Dharma,
Vous avez des conseils de nature spirituelle dans votre vie. Cela vous aide, pas à pas. Mais ça ne marche pas forcément de la manière que l'on attend tout de suite. La plupart d'entre nous pensent « Aujourd'hui j'ai un maître, demain je pratique, et le troisième jour je veux un résultat ». Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie spirituelle. Vous avez besoin de temps, d'être patient, et petit à petit, quand vous aurez progressé, cela restera très longtemps dans votre esprit.